Les thèmes de votre 22h ce soir, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, se veut combatif et souhaite l'ouverture rapide du procès sur les emplois dits fictifs de la ville de Paris. C'est ce qu'affirme dans ce journal l'ancien secrétaire général de l'Élysée et proche de Jacques Chirac, Frédéric Salade-Barou. Son interview en exclusivité dans le 22h. Et puis il a été officiellement lancé aujourd'hui. Le débat sur l'identité nationale continue de susciter la polémique, y compris sur notre plateau. Vous le verrez tout à l'heure avec nos invités. En Afghanistan, Hamid Karzai est déclaré vainqueur, faute d'adversaire. Mais est-il légitime? Bien, réponse sur ce sujet et d'autres du président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, Jocelyn de Rohan. Voilà pour les thèmes que nous développerons ce soir. Et à présent, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est votre tour de l'info en images et il est préparé par Pierre-Henri Gergonne. La bataille de la Poste a commencé. Depuis quelques instants, le Sénat a enfin entamé la lecture du texte très controversé de la réforme de ce service public. Toute la journée, des opposants à la réforme ont manifesté contre ce qu'ils estiment être une privatisation de la Poste, ce que réfute le gouvernement. 750 millions d'euros pour un deuxième plan cancer, un plan présenté aujourd'hui par Nicolas Sarkozy et qui met l'accent sur la prévention et la réduction des inégalités. À cette occasion, le président a justifié la hausse de 6% des prix du tabac tout en reconnaissant des divergences sur ce point au sein même du gouvernement. Une information qui réjouit ce soir les antinucléaires. Les autorités de sûreté demandent de revoir la conception même des centrales EPR, dites de deuxième génération. L'une d'entre elles est actuellement en construction à Flamanville dans la Manche. Une nouvelle qui tombe mal au moment où une centrale française sur 3 est arrêtée. Les agriculteurs perplexes ce soir après les propos de leur ministre Bruno Le Maire. Le ministre de l'Agriculture annonce en effet les premiers versements dès la semaine prochaine des aides en faveur des agriculteurs les plus en difficulté. Mais déjà, la FNSEA de Jean-Michel Lemétayer n'exclut pas de nouvelles manifestations. Jean-Pierre Raffarin a fait mouche en prenant la tête de la fronde sénatoriale contre la réforme de la taxe professionnelle. L'ancien Premier ministre provoque de nombreuses réactions dans la majorité. La dernière en date, celle d'Alain Juppé. La réforme de la taxe professionnelle n'a pas été assez étudiée, dit ce soir l'ancien Premier ministre. Notre invité ce soir, Jocelyn de Rohan, bonsoir. Bonsoir. Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Nous allons parler avec vous, Jocelyn de Rohan, de la situation en Afghanistan, au Pakistan, que vous connaissez bien. Mais d'abord, quelques questions de politique intérieure. Un vent de fronde souffle au Sénat concernant la réforme de la taxe professionnelle. Est-ce que vous comprenez, Jean-Pierre Raffarin, quand il dit qu'en l'état, il ne votera pas avec d'autres sénateurs cette réforme? Moi, ce que je comprends, c'est que cette réforme suscite beaucoup d'inquiétudes chez les élus locaux. Parce qu'ils avaient une ressource qu'ils connaissaient, qu'ils identifiaient, qui était localisée, et dont ils savaient peu ou prou quel serait le montant d'une année sur l'autre. Et maintenant, avec le changement, ils ne sont pas du tout sûrs de retrouver dans la nouvelle formule qu'il leur est proposée les mêmes montants que ceux sur lesquels ils pouvaient compter autrefois. À l'heure actuelle, il est de fait que la compensation à l'euro près des diminutions de ressources n'est pas encore assurée. Donc je comprends bien qu'il y ait je comprends bien qu'il y ait de l'inquiétude. Ce que je pense, c'est que nous appartenons à une majorité. Oui. Nous sommes solidaires du gouvernement. Il faut que le gouvernement nous écoute, tienne compte de nos préoccupations, de nos suggestions, le cas échéant. Et puis que nous ayons dans le dialogue et l'explication les moyens de trouver le compromis qui est indispensable. Parce que chacun comprend que cette réforme est nécessaire pour alléger les charges qui pèsent sur nos entreprises, mais chacun comprendra aussi que les collectivités locales ont besoin de recettes pour faire face à la demande des administrés. Donc vous-même, Jocelyn de Rohan, vous attendez aujourd'hui plus d'explications de la part du gouvernement sur la compensation de cette taxe? J'attends d'être rassuré sur les questions que je viens de vous dire, que je viens de vous expliquer, mais je pense que tout ça doit se faire dans le dialogue et dans la sérénité et pas dans le psychodrame.
Alors justement, vous dites pas dans le psychodrame, sur la forme, est-ce que Jean-Pierre Raffarin avait vraiment besoin de ce qu'on peut appeler un esclandre public, quand on sait que ça se terminera par un compromis? Écoutez, Jean-Pierre Raffarin avait aussi, qui est un homme que j'estime et pour lequel j'ai de l'amitié, tiré la sonnette d'alarme à propos de la loi sur l'hôpital. Oui. Il avait dit qu'il ne voterait pas le texte s'il n'était pas amendé. Aujourd'hui, il demande des amendements et des changements. Il doit être reçu ainsi que les co-signataires de sa pétition par Madame Lagarde. J'espère qu'à l'issue de cette rencontre, il aura obtenu les apaisements nécessaires et je suis convaincu, le connaissant, que une fois qu'il les aura obtenus, eh bien, il soutiendra le gouvernement. Dans l'actualité également, Jocelyn de Rohan, il y a bien sûr le renvoi en correctionnel de Jacques Chirac, l'ancien président de la République, donc vous êtes resté très proche. Quelle a été votre réaction? On vous a pas encore entendu. C'est de la tristesse de voir que un homme de cette qualité, qui a rendu les services que l'on sait au pays, se trouve renvoyé en correctionnel pour des faits qui datent de 1994, c'est-à-dire il y a quand même plus de 15 ans. Dans un contexte où les règles étaient tout de même pas extraordinairement claires en ce qui concerne le recrutement des collaborateurs de cabinet. Alors, il y avait effectivement deux voies, celle qui était préconisée par le procureur général et qui était la relaxe, et puis celle du juge. À partir du moment où le juge a décidé de renvoyer Jacques Chirac en correctionnel, Jacques Chirac n'est pas au-dessus des lois. Bien sûr. Il se défendra. J'espère qu'il sera convaincant, je le crois d'ailleurs. Et puis j'espère aussi que les juges mettront en balance les services qu'il a pu rendre et les incriminations qui me paraissent contestables dont il est l'objet. Alors, hors de nos frontières, Jocelyn de Rohan, toute autre chose, en Afghanistan, le second tour a été annulé et le président sortant Hamid Karzai, est-ce qu'il est aujourd'hui légitime selon vous? Moi, je regrette profondément que le président Karzai ait été entraîné à fausser un scrutin alors qu'il ne courait pas de risque. Parce qu'il est à peu près évident qu'il aurait remporté l'élection présidentielle sans avoir à les laisser truquer. C'est un mandat entaché de fraude alors? Alors, c'est un mandat qui est entaché de fraude, effectivement, dans un contexte extrêmement difficile et délicat, et qui, évidemment, apporte de l'eau au moulin de ses adversaires. Si, évidemment, les talibans étaient des champions de la démocratie, on pourrait comprendre que ça les affecte profondément. Mais je ne veux pas dire que c'est un mouvement totalitaire, fondamentaliste, extrémiste, donc ce n'est pas eux qui sont habilités à donner des leçons. Simplement, je crois que c'est profondément regrettable. Et que ça aura des conséquences politiques. En tout cas, ça doit nous rendre, nous, les nations de l'OTAN, extraordinairement exigeantes à l'égard de l'administration de M. Karzai. Très bien, donc plus exigeante pour les forces de l'OTAN, mais est-ce que vous qui connaissez bien cette région, Jocelyn de Rohan, est-ce que vous craignez un enlisement de l'OTAN et donc de la France dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans ce bourbier? Non, il y a tout à fait des risques. Il y a des risques et il faut changer de stratégie, c'est ce que d'ailleurs propose le général McChrystal dans son rapport qui a été publié et dans lequel il demande non seulement un changement de stratégie, mais aussi un changement de gouvernance en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on soit capable de créer un État, une armée et une police à qui nous puissions, dans les meilleurs délais, transférer la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité et de leur destin en Afghanistan. C'est à ça qu'il faut travailler. Alors, il est certain qu'avec un gouvernement qui ferme beaucoup les yeux sur la corruption et qui lui-même s'est livré à des trucages électoraux, ça ne rend pas la crédibilité de M. Karzai, ça ne la renforce pas. Très bien, vous avez bien entendu. Merci beaucoup, Jocelyn de Rohan, d'avoir été l'invité du 22h. Dans l'actualité également, les proches de Jacques Chirac qui montent au créneau pour défendre l'ancien président de la République. C'est le cas de sa fille adoptive, mais aussi de l'ancien secrétaire général de l'Élysée de 2005 à 2007. Il s'agit de Frédéric Salade-Barrou. Il sera notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, regardez ce sujet sur la semaine à venir de Jacques Chirac, une semaine très chargé, c'est un sujet signé Élise Cardi. Officiellement, le programme ne change pas. Jacques Chirac se concentre cette semaine sur la promotion de son livre « Chaque pas doit être un but », premier tome de ses mémoires.
Depuis vendredi et l'annonce de son renvoi en correctionnel, l'ancien président n'a fait aucun commentaire. Il faut toujours faire comme si de rien n'était, avec toujours un même mot d'ordre qui a été utilisé des années durant par son entourage, c'est le président est serein. Est-ce qu'il l'est vraiment? Ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que pendant des années, lorsqu'il était président de la République, durant ses 2 mandats, il y a eu cette hantise toujours qui l'a poursuivi d'être mis en examen. Mercredi, les bonnes feuilles du livre seront publiées dans la presse. L'ancien président sera partout dans les médias, surfant sur une popularité quasi consensuelle gagnée après son retrait de la vie politique. Et pourtant, un sondage publié hier montrait que plus de 7 Français sur 10 approuvent le fait qu'il rende des comptes comme un citoyen ordinaire. Cette idée que Jacques Chirac doit rendre compte à la justice, elle est majoritaire même auprès des sympathisants de droite, qui sont plus de 60% à nous le dire, ainsi qu'auprès de catégories historiquement très favorables au chef de l'État, à l'ancien chef de l'État, que ce soit les catégories, les personnes les plus âgées, que ce soit les retraités évidemment, ou encore les agriculteurs dont on sait qu'ils apprécient beaucoup Jacques Chirac. La semaine médiatique de l'ancien chef de l'État trouvera son point d'orgue le week-end prochain, avec la foire du livre de Brive-la-Gaillarde, son fief corrézien, une tribune publique où il devra tenir cette image d'homme à qui rien n'arrive, même s'il est probable, selon son entourage, qu'il rencontrera son avocat dans le courant de la semaine. Le 22h reçoit ce soir un invité qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on voit assez rarement d'ailleurs sur un plateau de télévision. Il a été secrétaire général de l'Élysée de 2005 à 2007. Il est resté très proche de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Il s'agit de Frédéric Salabarou. Bonsoir. Bonsoir. L'ancien président de la République est arrivé samedi soir à Paris après quelques jours de vacances au Maroc. Quel est aujourd'hui, vous qui le voyez, son état d'esprit? Il est clairement combatif. Bon, c'est sûr que la décision, après 40 ans de service du pays, est nécessairement difficile pour lui, mais il l'accepte, il est combatif et il est désormais clairement décidé à ce que le jugement vienne le plus vite possible pour aller s'expliquer. C'est l'idée qu'il se fait de la responsabilité politique. Donc serein, bien sûr, ça a été dit, mais aujourd'hui très combatif. Et clairement, donc Frédéric Salabarou, il ne souhaite pas un appel du procureur contre son renvoi en correctionnel. On en a parlé, c'est pour ça aussi que j'ai pu l'écrire dans une tribune de ce matin. Il ne le souhaite pas. Il pense qu'aujourd'hui, cette affaire a duré depuis beaucoup trop longtemps et qu'il est temps de la purger. Et la seule façon de la purger, c'est que les choses viennent vite. Donc, le parquet fera ce qu'il voudra, et notamment en droit, mais lui ne le souhaite pas. Donc il veut aujourd'hui se défendre, s'expliquer. Il veut, comme tout justiciable, pouvoir s'expliquer. On a dit tellement de choses exagérées, on y reviendra sans doute sur le contenu de la décision, qu'il n'est que temps que maintenant le procès vienne. Il y avait 1000 raisons pour que ça ne se passe pas. Aujourd'hui, il est renvoyé devant le tribunal. Il faut que ça vienne vite. Alors justement, vous le dites, sur le contenu de cette décision, est-ce qu'il est prêt, sur chacun des 21 emplois fictifs qui lui sont reprochés, d'apporter une explication? Alors d'abord, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Pendant des années et des années, on a expliqué que la ville de Paris avait été mise en coupe réglée pour l'ambition d'un homme, qui avait des armées de conseillers, de spécialistes payés par la ville pour cette ambition. Qu'est-ce qu'on voit? Près de 500 cas au départ. Il en reste aujourd'hui 21. Alors je n'emploierai pas des formules comme il a pu employer dans le passé, même si elles auraient été très applicables. Ça fait 5%. Qu'est-ce qui reste? C'est 21 cas. Ces 21 cas, c'est quoi? C'est quelque chose de complètement disparate, qui renvoie à des réalités complètement différentes et qui en aucun cas ne font un système politique. C'est telle personne qui s'installe en Corrèze pour trier l'ensemble des demandes d'intervention adressées au maire de Paris. C'est le secrétaire général de l'Association internationale des métropoles francophones. C'est le fils d'une très haute figure de la Ve République qui sombre dans la difficulté et qu'on cherche à aider à s'en sortir par le travail et qui malheureusement va retomber. C'est une personne qui fait des fiches de lecture au président de la République pour répondre aux livres qu'on lui envoie. C'est le chauffeur de Marc Blondel. Oui. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter sur cet exemple. Ce cas, oui. On a beaucoup reproché cette mise à disposition par la ville de Paris du chauffeur de Marc Blondel. En réalité, il aurait pu être pris sur le quota municipal comme toutes les grandes... On rappelle qu'il est ancien secrétaire général de Force ouvrière. Oui. Et haute figure du mouvement syndical. Il aurait pu être pris en charge sur le quota syndical. Ça n'a pas été le cas. Depuis, Force ouvrière a remboursé. Malgré tout, Marc Blondel est renvoyé en correctionnel au motif, et c'est ça qui est intéressant dans le raisonnement du juge, qu'au fond, tout le système
était fait pour que Jacques Chirac puisse tisser un réseau politique qui le serve dans ses ambitions. Alors c'est assez intéressant cet exemple parce que quand on se replace en 95, c'est très probablement avec sa voiture et chauffeur que Marc Blondel se rendait aux grandes manifestations contre la réforme des retraites de Jacques Chirac avec son pull à col roulé noir et son écharpe rouge. On est très 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 loin de tout ça. C'est pour ça qu'il faut ramener les choses à leur réalité. Et si je suis choqué, c'est pas tellement pour Jacques Chirac. Au fond, on est là dans le combat politique et une fois encore, face à l'adversité, il va faire face. Mais par exemple pour Marc Blondel, haute figure du mouvement syndical, sa place n'est pas là où il sera devant le tribunal. C'est injuste pour vous. Frédéric Salabarro. Le reste, c'est le combat politique. Très bien. Est-ce que sans parler d'erreur strictement sur le plan judiciaire, est-ce qu'on peut parler éventuellement de maladresse de la part de Jacques Chirac? Je crois que c'est un ensemble. Sur 18 ans à la mairie de Paris, c'est un ensemble d'histoires personnelles, au fond, qui ont chacune leur propre cohérence. C'est l'addition qui ne font pas un système. Il y a probablement eu des maladresses dans certains cas, probablement eu des défauts de vigilance, mais ça ne fait pas un système politique. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez signé ce matin une tribune au Figaro intitulée « Quelle erreur, Madame Simeoni ». Madame Simeoni, c'est la juge qui a renvoyé l'ancien président en correctionnel. Vous lui reprochez quelle erreur précisément? Le titre, c'est presque un dialogue de magistrat à magistrat. J'ai été moi-même magistrat de l'ordre administratif, je sais à quel point même quand on travaille et son ordonnance est particulièrement structurée, particulièrement travaillée, même quand on est comme elle d'une très 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 grande honnêteté, on a parfois du mal à sortir des présupposés de départ. Et c'est ça que je voulais dire. Je crois que profondément, l'erreur a été dans l'incapacité à sortir de ces années de campagne politique sur ce fameux système de la ville de Paris et au fond ne pas être capable de regarder chacun des cas dans leur réalité humaine et concrète et d'en déduire que ça ne faisait pas un système et que ça ne justifiait pas le renvoi. J'ai connu ça aussi en tant que magistrat. Certaines affaires me laissent un mauvais souvenir de ne pas avoir réussi à dépasser ce présupposé de départ. À sa décharge, la campagne avait été telle et pendant de si longues années qu'il était sans doute difficile. Et c'est maintenant au tribunal de purger tout ça. Bien sûr. Dernière question, Frédéric Salabarro, l'ancien président de la République a toujours eu, on le sait, un lien particulier avec les Français. Il atteignait d'ailleurs récemment des records de popularité. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, d'incompréhension, voire d'éloignement entre lui et les Français? Le lien entre Jacques Chirac et les Français est très fort. Mais si Jacques Chirac veut aujourd'hui aller le plus vite possible devant le tribunal, c'est justement pour que les Français puissent prendre conscience de cette réalité qui lui est reprochée et qu'au fond, une fois qu'il aura passé ça, restent les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est quoi? C'est l'action qui conduit aujourd'hui au quotidien, concrètement, avec sa fondation. Et c'est aussi ce qu'il a fait en tant que chef de l'État, qui là doit rester. Et donc s'il est aujourd'hui si attaché à l'idée que les choses doivent aller vite et qu'il est clairement décidé à aller lui-même et à s'expliquer sur les quelques emplois qui restent, c'est justement pour ne pas affecter ce lien extrêmement fort avec les Français. Très bien, merci beaucoup Frédéric Salabarro et on rappelle que vous venez rarement sur un plateau de télévision, donc on vous remercie encore plus. Merci à vous. L'autre actualité aujourd'hui, bien c'est le débat sur l'identité nationale qui a été, vous le savez, officiellement lancé aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec nos invités. Site internet, réunion dans la préfecture, le ministre de l'Immigration Éric Besson promet un grand débat. Mais la gauche y entre entraînant des pieds et la polémique débute déjà sur internet. Regardez ce sujet, il est signé Bérangère Dunglas. La langue française, le drapeau tricolore ou les valeurs de la République. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? La question semble intéresser nos compatriotes. Sur le site du gouvernement lancé ce matin, chacun peut apporter ses contributions et les commentaires sont déjà nombreux. Pourtant, dans les préfectures censées organiser localement le débat, cet après-midi, personne n'était encore au courant de rien. Reste que le débat, ou plutôt la polémique, est bien lancée. Tandis que certains membres du gouvernement comme Martin Hirsch ou Bernard Kouchner s'interrogent sur la pertinence d'une telle question, la gauche accuse le ministre Éric Besson de faire diversion à moins de 6 mois des régionales. Je suis pour le débat. Je pense qu'il y a une nécessité à ce débat. Je ne suis absolument pas d'accord sur le tempo choisi. J'aurais préféré que ce débat ait lieu après les élections régionales parce que je ne suis pas dupe. Il y a une question de diversion par rapport aux problèmes des Français et il y a une autre question qui est des arrière-pensées électoralistes. Alors que l'extrême droite réclame un véritable Grenelle sur la question, le ministre assume sa position.
si vous lisez les communiqués de Jean-Marie Le Pen, depuis une semaine, je suis sa cible privilégiée. Ça me réjouit par certains côtés, puisque je me dis, tiens, il a peut-être compris qu'on va lui piquer définitivement un certain nombre de valeurs qu'il croyait s'être attribuées et qui ne sont pas des valeurs qu'il devrait naturellement porter. Quant à l'organisation des débats, on devrait en savoir plus demain. Éric Besson organise une conférence de presse avec les présidents des groupes UMP de l'Assemblée, du Sénat et du Parlement européen, histoire de bien montrer que le débat doit concerner tout le monde. Et ce débat justement sur l'identité nationale est aussi lancé sur notre plateau ce soir avec nous deux invités, le sociologue Michel Viviorca, bonsoir. Bonsoir. Et Mamadou Mbaye qui est dirigeant d'une société de conseil ERM et l'un des contributeurs de ce livre que vous voyez à l'écran apparaître le 27 novembre. Qu'est-ce qu'être français? Alors messieurs, première question avec l'actualité, est-ce que ce soir ce n'est pas Marianne Ndiaye qui vient d'obtenir le prix Goncourt 2009 qui on le rappelle est de père sénégalais et de mère française qui ouvre symboliquement ce débat? Monsieur Viviorca. Écoutez, c'est une récompense, une reconnaissance littéraire, ça n'est pas une reconnaissance civique ou culturelle. Donc voilà une femme qui, comme vous venez de le dire, vient d'horizons variés. Elle ne lance pas le débat. D'ailleurs, je pense pas que ce soit ce qu'elle cherche. La littérature française est une littérature qui ne s'arrête pas à l'Hexagone, et c'est une très bonne chose. Mamadou Mbaye. Je pense qu'il faut faire un distinguo entre l'intégration et l'identité nationale. Je pense qu'un ministère avec l'intitulé ministère de l'immigration n'est pas forcément le lieu naturel pour avoir un débat général de la société française sur ce qui nous rassemble et sur le mieux vivre ensemble. L'intégration, c'est le mouvement de la société qui assimile des gens venus d'ailleurs. Ça n'est pas l'essentiel de l'identité française. Donc il faudrait, à mon avis, faire le distinguo et que l'ensemble de la société française reprenne ce débat initié par le ministre de l'Immigration. Michel Viviorca, d'une manière plus générale, avant de rentrer dans le détail, est-ce que le ministre de l'Immigration, Éric Besson, a eu raison de lancer aujourd'hui ce débat? Mais écoutez, on est à 6 mois des élections régionales. Moi, j'aurais été très intéressé qu'on nous dise on va faire un débat sur l'identité régionale. Ça aurait eu de l'allure, ça aurait indiqué clairement la couleur, et sur le lien entre les identités régionales et l'identité nationale. Au lieu de ça, on nous lance un débat avec les résultats déjà proclamés ou presque, il faudra chanter la Marseillaise, ce genre de choses, le drapeau, très bien. Et ce qui me frappe, c'est que la thématique adoptée est une thématique que j'appellerais orientée. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'il y a une certaine thématique qui se met en place. Le chef de l'État en a, comment dirais-je, dessiné un peu plus l'image en parlant de la terre, ce qui lui a été vivement reproché. Mais si vous voulez, on sent très bien que ça n'est pas une thématique, je vais exagérer un peu, gauchiste, certainement pas. Mais ça n'est pas une thématique de grande ouverture. Et d'ailleurs, confier à M. Besson le soin de lancer cette thématique, ça n'est pas annoncer une ouverture, en tout cas pas vers le centre ou vers la gauche. Et donc, puisqu'on parle beaucoup de l'ancien président Chirac en ce moment, je vais le défendre, un quart de seconde, n'ayez crainte. Il avait mis en place une commission qu'il avait confiée à M. Marceau-Long pour réfléchir à cet enjeu sur l'identité nationale. Mais le souci du président Chirac, il n'était pas président d'ailleurs, le souci de Jacques Chirac à l'époque était de calmer le jeu. C'était une période de grande tension, de grande inquiétude, en particulier à propos de l'islam. Et donc, il s'était dit, je vais calmer le jeu en mettant en place une commission, en la confiant à M. Marceau-Long, qui est un homme très respecté, très serein, et cette commission était composée d'un certain nombre de personnalités très variées, des intellectuels, des artistes, des gens de divers horizons, et ça avait donné d'excellents résultats. Là, c'est tout le contraire, alors qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Là, le débat débute. Apparemment, beaucoup de gens vont y participer. Comment vous pouvez déjà... Je me dis qu'aujourd'hui, où il n'y a pas vraiment de débat, où il n'y a pas d'excitation particulière, où il n'y a aucune inquiétude particulière... Au contraire, je pense au contraire que on est dans un pays où il y a un problème fondamental avec l'identité. Dans un pays où il y a beaucoup de gens à l'étranger qui découvrent qu'il y a des personnes de couleur en France parce qu'ils voient l'équipe nationale de football jouer. Dans un pays où on peut représenter son pays de manière fière lorsqu'on est athlète de haut niveau, judoka, athlète, footballeur, mais pas dans les milieux diplomatiques, pas dans le milieu des affaires, pas dans le monde politique, dans un pays de diversité quand même. Cette diversité remonte à loin, elle ne date pas de 30 ans. On a autant de personnes de couleur en proportion dans la société française qu'aux États-Unis.
la vie politique française est bien moins colorée, il y a un problème qui se pose, et il y a un problème qui à mon avis, sous-tend à la manière dont on aborde ces questions. Donc le débat me semble important. Son opportunité maintenant, elle peut être discutée. Si ça pouvait être l'occasion d'élargir cette question à une réflexion de fond, à des solutions concrètes, autres que simplement chanter la Marseillaise, j'en serais très heureux. Il ne faut pas que ça s'arrête au discours de clôture du président de la République d'ailleurs. Mais ce débat, à mon avis, est quelque chose d'important. Justement, pour prolonger ce que vous dites, à quoi vous pensez? Au-delà de chanter la Marseillaise, vous pensez donc à d'autres actions? À quoi vous pensez justement? On est dans un pays fermé. On est dans un pays xénophobe. On est dans un pays, on le sait, il y a un certain nombre de conséquences à ce genre de choses. Moi, je suis issu de la banlieue, j'ai eu un parcours scolaire qui est celui qu'il est, mais on m'a toujours renvoyé à ma couleur, à mes origines. Vous avez beaucoup de gens qui ont simplement le bonheur d'être un petit peu colorés ou originaires d'Afrique Nord, ainsi de suite, à qui on renvoie toujours à ce devoir de faire un geste d'allégeance à la société française, alors qu'ils sont français depuis très très longtemps. Ils ne correspondent pas à l'image, à la norme qu'on se fait à la société française. Et ça, il va falloir qu'on le surmonte. Moi, j'ai rien contre tout ce qui vient d'être dit, mais il n'y a pas besoin d'appeler ça débat sur l'identité nationale. Moi, j'attends des mesures contre la discrimination, j'attends des mesures pour la reconnaissance des différences culturelles, j'attends des mesures contre le racisme, j'attends des mesures contre les inégalités sociales. Enfin bref, toutes sortes de choses, mais un débat sur l'identité nationale, c'est quoi être français? C'est le titre de l'ouvrage auquel vous avez participé. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, évidemment, c'est une belle question. Mais je dis qu'il n'y avait pas une urgence, qu'il n'y avait pas une inquiétude particulière sur l'être, sur l'identité, sur l'appartenance à ce pays. Et donc, qu'il y ait des problèmes, oui, bien entendu, il y a des injustices considérables, il y a du racisme, il y a de la discrimination. J'ai passé suffisamment d'années de ma vie à les étudier pour pouvoir en parler. Mais de là à dire, je confie à Monsieur Besson le soin de porter ce débat, et je confie au préfet le soin de le faire vivre, oui. Moi je pense que c'est une faute de goût. Qu'auront lieu toutes les réunions. Mamadou Mbaye, est-ce que vous craignez quand même une récupération politique de ce thème? Il est clair qu'il y a peut-être un certain opportunisme politique quelques mois avant les régions. Moi je ne rentre pas dans ce débat. Je dis que le constat, la discussion sur l'identité nationale n'a pas commencé avec l'appel de M. Besson, il a commencé bien avant. Ce livre, on a commencé à le préparer l'année dernière. Il ne s'arrêtera pas avec le discours de clôture, c'est une nécessité profonde de la société française. Il va falloir, à mon avis, un de ces jours, qu'on règle un certain nombre de problèmes de fond qui sont liés à la manière dont on aborde ces questions de la différence, de la couleur, de la diversité à l'intérieur de notre société. Très bien, ce que vient de dire d'ailleurs Michel Vivorca. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. J'espère qu'on aura l'occasion de le prolonger encore une fois sur notre chaîne. Invité de préfet. Par exemple, merci beaucoup. C'est la fin de cette tranche d'actualité. Restez avec nous sur Public Sénat dans quelques instants. Eh bien, c'est le débat sur la Poste en direct de l'hémicycle. Très bonne soirée à vous. Le lundi, des documentaires vous emmènent sur le terrain pour découvrir les problématiques qui agitent la France et le monde d'aujourd'hui. Des enquêtes, des reportages, des images, des témoignages et beaucoup d'inédits. Les lundis docu, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro à Des Pieds sur Terre. Comme chaque mois, nous vous faisons découvrir des pratiques innovantes en matière d'environnement. Aujourd'hui, nous prenons de l'altitude. Nous sommes en Savoie, au cœur du massif des Bauges. Nous avons fait un détour par l'abbaye de Tamier où vivent 40 moines. Des moines qui, vous allez le voir, ont la fibre écolo. Ils ont trouvé un moyen original pour faire des économies d'énergie. On l'appelle le business moine. Frère Nathanaël est un ancien fromager. C'est lui qui s'occupe du fameux tamier. Les moines vivent de la production de leur fromage depuis le XIIe siècle. Une odeur de pomme, une couleur dorée, la recette n'a pas changé. 150 tonnes de fromage sortent d'ici chaque année. Avec une originalité, les moines récupèrent le petit lait pour chauffer l'abbaye. Donc c'est là que se fait le moulage proprement dit. On récupère ce qu'on avait dans la cuve et par un système de filtration, et on voit en bas qu'on récupère le sérum, le petit lait et les moules qui se remplissent. Le petit lait, un résidu très polluant dont il faut se débarrasser. Les moines ont trouvé un système ingénieux, plus économique, plus écologique aussi. Comme on est distant des grands axes, il fallait que nous descendions le petit lait dans la vallée pour que des grandes citernes, des grands camions viennent ramasser les quantités de petit lait qu'on déposait en bas. Il fallait payer pour qu'on se fasse enlever ce petit lait. Le petit lait devenant une charge relativement conséquente, on s'est dit il faut qu'on trouve une autre solution et assez vite on s'est orienté vers la méthanisation. Les moines se sont lancés dans la méthanisation il y a 5 ans. L'idée est simple, une fois stocké, le petit lait est transformé en biogaz. Du gaz qui va ensuite alimenter une chaudière. Alors voilà le lieu où le petit lait va être transformé en biogaz. C'est des techniques qui nous viennent des pays du Nord, en particulier dans les papeteries, qui sont les papeteries, c'est des lieux qui sont très polluants aussi. Et notre idée absolument un peu originale, ça a été justement d'adapter cette technique-là à la digestion du petit lait. Le gaz sort ici et on voit très très bien buller. Donc ça produit en permanence du méthane, du gaz à biogaz. Alors on va utiliser ce gaz pour produire de l'eau chaude domestique pour l'équivalent d'environ 60 personnes par jour. Concrètement, la douche chaude que vous prenez les matins, c'est grâce au petit lait. Tout à fait. Et c'est autant de fuel qu'on n'aura pas consommé parce qu'on l'a produit par le sous-produit du lait. Est-ce que c'est rentable cette installation ? Non seulement je trouve que c'est une idée rentable au niveau économique, c'est une idée hyper satisfaisante au niveau écologique parce qu'on a participé à la diminution des transports routiers, on récupère de l'énergie en dépolluant, enfin bref, c'est quand même intellectuellement et concrètement, c'est quand même quelque chose de très très satisfaisant. Et en 5 ans, on a gagné 80 000 €. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous avez toujours eu la fibre écolo? Est-ce que vous vous considérez comme un écologiste? Il y a différents degrés d'écologiste. Je pense que en tant qu'humain et recevant et puis un homme de Dieu, je pense qu'on est quand même inscrit dans un cycle de la nature. Dans la Bible que l'on connaît bien, il y a quand même des passages où il y a ce respect de la nature. Jésus dans sa vie n'a pas arrêté de faire dans son enseignement des parallèles entre la vie du blé qui pousse, la vigne, le fruit, l'arbre, les nuages. Il n'arrête pas d'en parler. On a l'impression ici que vous vivez un peu à l'écart du monde. Est-ce que vous avez entendu parler du Grenelle de l'environnement? Bien sûr qu'on a entendu parler du Grenelle de l'environnement parce que bon, c'est quand même un sujet hyper préoccupant. Je pense que là, on a une transmission, on est quand même on a une nature à transmettre non pas à nos enfants, à nous, mais aux vôtres. Je crois que il y a quand même des décisions politiques qui, à mon avis, vont être très importantes pour faire basculer les mentalités des gens d'aujourd'hui par rapport au respect de cette nature. Et tant qu'on n'a pas des contraintes un petit peu forcées, je crois qu'on n'est pas on fait pas vraiment l'effort.
Il n'y a pas que les moines qui s'intéressent à la méthanisation. Certains agriculteurs transforment leurs déchets agricoles, comme le lisier, en chaleur ou même en électricité. Viens vite, viens, allez. Tiens. Allez. Nous sommes à Gruffy, un petit village de Haute-Savoie, chez Marcel et Jean-François Domange, deux agriculteurs qui élèvent 80 vaches laitières. Marcel Domange, bonjour. Alors vous avez un déchet bien encombrant, le lisier. Que faisiez-vous jusqu'à présent pour éliminer ces déjections animales? Donc elles étaient stockées dans une fosse, donc avec le racle que vous voyez ici. Donc 4 fois par jour, le racle pousse le lisier dans une fosse de stockage, où il a été pendu après dans les prairies. Vous allez désormais utiliser ce lisier pour produire de la chaleur et même de l'électricité. Voilà, donc on a un projet de récupération de gaz de lisier, donc par le biais de la méthanisation, pour faire de l'électricité et chauffer des maisons. Donc on va avoir en fait une troisième fosse à côté des deux qu'on a déjà de stockage. Et cette fosse sera en inox avec une bâche pour récupérer le méthane. Alors une fois que ce lisier sera transformé en chaleur et en électricité, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez le vendre? Vous allez chauffer les bâtiments de la ferme? Deux sources de revenus, la vente de chaleur chez les particuliers et la vente d'électricité sur le réseau EDF. La vente d'électricité sera à peu près de 60 000 € par an. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous diversifier? Donc avec le frangin, donc Jean-François, on avait déjà été voir en Bretagne des élevages de biches, de bisons. Et après, dans les revues agricoles, on a vu que la méthanisation commençait petit à petit à se développer. Donc on s'est renseigné, on a lancé une étude de faisabilité. Et entre-temps, on a eu la chance de voir le prix de rachat d'électricité doubler, de passer de 7 centimes à 14 centimes d'euros le kilowatt. Donc c'est ce qui nous a après définitivement encouragé à nous lancer dans ces installations. Cela fait 3 ans que Marcel et Jean-François travaillent sur ce projet. Ça n'a pas été tous les jours facile. Dans le voisinage, la méthanisation suscite beaucoup d'interrogations. Le principal des questions que tu as eues hier soir, c'est quoi sur le... Par rapport à l'épandage, par rapport aux nuisances, par rapport aux odeurs, les gens se faisaient un peu de soucis. Mais Jean-François a rassuré ses voisins. Dans le village, le projet fait désormais l'unanimité. L'installation devrait sortir de terre dans les tout prochains mois. Alors Marcel, nous sommes dans votre bureau. Transformer du lisier en chaleur ou en électricité, ce n'est pas une mince affaire. Est-ce que ça a été facile de monter ce dossier? Écoutez, je vais vous faire voir un peu tout ce que le bureau d'études a fait. Donc, vous voyez un peu l'épaisseur des dossiers. Ces dossiers ont été faits en 22 exemplaires, pour que toutes les communes et toutes les administrations puissent en avoir. Uniquement de reproduction de dossiers, il y en a pour 1 000 €. Quoi. Hein, donc c'est vrai que quand on parle de développement durable, aujourd'hui avec les mails et tout, ça fait un peu râler, quoi. Donc c'est une étude qui a un coût à peu près de 15 000 €. Par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision, par rapport au Grenelle de l'environnement, toutes ces choses-là, on a l'impression qu'on a un peu oublié, quoi. Finalement, on est en plein quand on parle d'économie d'énergie, le pétrole est cher, toutes ces choses-là, on chauffe quand même 8 maisons avec nos installations. Et quand on voit toutes les difficultés qu'on a, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un peu oublié, quoi. Ouais.